Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour le cours d'aujourd'hui, se portera donc toujours sur les révisions donc des sujets de type bac et on va sans tarder donc à démarrer le cours avec les exercices. Corrige les exercices ici. Il y a trois exercices comme au bac. Un exercice sur les nombres complexes, un exercice sur la probabilité, notamment donc la probabilité conditionnelle et un exercice sur l'étude de fonctions, les fonctions ln exponentielles. Rapidement, on démarre. Il est 10 à l'heure et il y a beaucoup de connectés. C'est comme ça. Je l'avais dit la fois passée, il faut toujours se connecter à l'heure pour ne rien rater du cours. Donc, c'est OK. Alors, on démarre notre cours. Et comme je disais, ici, on a trois exercices à corriger. Un exercice sur les nombres complexes avec les équations, la nature d'un triangle, etc. Et avec les transformations aussi, à savoir les similitudes. Et là, vous avez un exercice de probabilité, probabilité associée avec les suites numériques. Ah oui, probabilité associée donc de suites numériques, probabilité conditionnelle. Et à la fin, on aura un exercice de fonction. Même si le temps ne nous le permet pas, vous aurez toujours la correction de ces exercices sur la plateforme Takana Academy. Donc, vous aurez toujours la correction, l'intégralité donc du cours aussi. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Très rapidement, donc, on démarre avec l'exercice 1 sur les nombres complexes. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. On considère l'équation E définie par z au cube moins facteur de racine de 3 plus i z carré plus moins 2 plus 2i racine de 3z, etc. égale à 0. Donc très souvent, lorsqu'on vous donne un polynôme sur les nombres complexes, un polynôme, pour résoudre ce polynôme, on va vous aider à retrouver une racine. Après avoir trouvé une racine, vous pouvez factoriser le polynôme, puis résoudre, puis faire la résolution de ce polynôme. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais vous parler donc d'une chose. Donc, est-ce que vous avez déjà essayé de faire les exercices euh, de de cette cour? Est-ce que vous avez déjà essayé les exercices? Parce que ici, je vous donne toujours des conseils. Donc, quand même, il faut essayer toujours les exercices avant de commencer. On, on essaie toujours. Vous avez l'exercice à une semaine avant le cours. Donc, on vous envoie l'exercice. Il faut toujours essayer pour qu'on puisse vous aider. Vous voyez bien. Donc, il faut toujours essayer les exercices. Et s'il y a des difficultés, pendant la correction, vous pouvez poser vos questions. Ouais. Donc, n'attendez pas le cours pour suivre la correction. Il faut toujours, que ça soit en maths, en physique, chimie et d'autres matières, il faut toujours commencer par traiter l'exercice, traiter tous les exercices. Après, si vous avez des difficultés pendant le cours, posez vos questions. C'est bon. Donc, allez, on y va. Maintenant, toujours, je disais quoi? Lorsqu'on vous donne un exercice de nombre complexe, un exercice de nombre complexe sur les polynômes, soit on vous donne une racine pour que vous puissiez donc factoriser ce polynôme. Après, vous faites la résolution. La racine peut être une racine. La racine peut être une racine, comment dirais-je, réelle, une solution réelle, une solution imaginaire ou bien une solution complexe de la forme a plus ib. Très souvent, on vous dit que le polynôme admet une solution réelle ou bien une solution imaginaire. Lorsque le polynôme admet une solution réelle, on pose un nombre complexe z égale a ou bien alpha, en tout cas poser un réel. Vous remplacez z par un réel. Vous considérez que vous avez un réel. Remplacez, ensuite, vous posez la partie réelle égale 0, la partie imaginaire égale 0. Même chose pour une solution imaginaire. Je pense que vous avez l'habitude de faire ces genres d'exercices. Et là, cette fois, on ne vous a pas donné une solution réelle. On vous demande de vérifier que ça, moins racine de 3 plus i, est une solution de E.
Pour vérifier que cet nombre est solution de E, vous avez beaucoup de méthodes, hein. On peut remplacer parce que donc ceci est solution lorsque le nombre annule cette expression, le polynôme. Donc vous voyez bien. Ou bien on peut passer par la division euclidienne. Si on trouve le reste égal 0, si le reste égale 0, cela veut dire que ça c'est une racine. Ou bien aussi on peut passer par la méthode d'Horner. Si on trouve reste égal 0 aussi, cela prouve que c'est une racine. Et je pense que si vous remplacez pour développer toute cette expression à la puissance 3, à la puissance 2, ça deviendra un peu compliqué, hein. Vous pouvez faire facilement des erreurs. Donc, je vous conseille de passer par la méthode Horner pour montrer que ça, c'est une racine. Et après, automatiquement, on pourra factoriser le polynôme, puis continuer la résolution. C'est bon? Très bien. Oui, Fatou. Fatou John. Fatou, oui. Très bien. On continue. Donc, on continue, on résout cette équation. Petit 1, montrons que, montrons que moins racine de 3 plus i est racine de E. Bon, on va passer par la méthode Horner. Et racine de E par la méthode Horner. Bon, excusez-moi, donc il y a peut-être quelques trucs techniques à régler. Et c'est pour cela que ça semble être lent, mais ne vous inquiétez pas, ça sera réglé. Et donc ici, on passe par la méthode Horner. On met un tableau comme ça, comme d'habitude, un tableau comme ça, avec ici la racine, moins racine de 3 plus i. Et là, les coefficients du polynôme. Le premier coefficient, c'est 1. Le deuxième coefficient, attention, on doit prendre en compte le signe du coefficient. Là, vous avez moins facteur de racine de 3 plus i. On va développer le moins pour avoir moins racine de 3 moins i. Et l'autre, vous avez moins 2 plus 2i racine carrée de 3. 4 racine carrée de 3 moins 4i. Donc, vous avez ça. Donc, en appliquant la méthode, donc ça c'est 4 racine de 3. On fait descendre toujours le premier coefficient, c'est 1. Maintenant, 1 multiplié par la racine évidente, c'est moins racine de 3 plus i. En faisant la somme, dans ce cas, on trouve moins 2 racine carrée de 3. Encore la multiplication, moins 2 racine de 3 fois racine de 3 qui donne 6. C'est 6. Moins 2 racine de 3 fois i qui donne moins 2i racine carrée de 3. Et la somme ici donne 4. Ça, c'est 0. Encore 4 multiplié par tout ça qui donne moins 4 racine de 3 plus 4i. Bon, on continue. Oui, s'il y a des questions, Fatou Gueye, Fatou, est-ce que tu as des questions? Vous voyez bien, ici, le reste, on a trouvé 0. Cela prouve que moins racine de 3 plus i égale 0. Donc ça, c'est pas diable. C'est tout simplement une méthode Horner à appliquer en mettant les coefficients et le sont les calculs qu'ils auront. Oui, ouais, Fatou. Allez-y, Fatou. Bonsoir, monsieur. Oui, oui, Monsieur, Aïcha. Oui, Aïcha, comment vous allez? ça va bien. Ici, pour la question 1.
Vérifier que Oui, moins racine de 3 plus i est une solution. Moi, j'ai remplacé moins racine de 3 plus i et j'ai trouvé zéro et j'ai conclu que c'est une oui. racine. C'est ça que j'ai expliqué. On peut passer par là-bas. Bon, Oui, ça fera donc beaucoup de calculs dans ce cas, puisque oui, oui. Mhm. là, avec ces calculs, on peut facilement faire donc des erreurs. Donc, pour Ah éviter oui. cela, on peut pas passer par ordre, parce que ça aussi, Mhm, c'est une méthode de vérification. Si le reste est mhm, égal à zéro, cela veut dire que ce qu'on a ici est bel et bien une mhm. solution de cette équation. Donc, vous voyez Ah, bien, ok. on pouvait Mhm, merci. passer par la division euclidienne, etc., etc. Vous voyez? Mhm, Donc, ce mhm, sont des méthodes aussi de vérification. Donc, on peut remplacer, lorsqu'on remplace, c'est bien, on trouve zéro. mhm, Oui, c'est ça, c'est une très bonne méthode. Lorsqu'on fait la méthode Horner aussi, on trouve zéro, ça aussi, cela justifie que c'est une solution. mhm. D'accord? Oui, Très oui, bien. merci beaucoup. Très bien. Ok. Maintenant, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Oumou Ndiaye, Oumou, avant qu'on avance, il y en a certains qui ont dit, est-ce qu'on peut commencer la question, l'exercice 2? On va traiter, dans tous les cas, on traitera l'exercice 2, hein, parce que l'exercice 1 ne va pas durer du tout. On traitera l'exercice de la probabilité. Et à partir de cet exercice, je vais encore reprendre l'arbre pondéré, expliquer l'arbre pondéré avant de commencer cet exercice. Ouais. Maintenant, oui, Oumou Ndiaye, est-ce que tu as quelque chose à dire? Il y a Oumou Ndiaye, il y a Fatou Gueye, Moussa Lo. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez baisser la main, comme ça je peux continuer le cours. Oui, Fatou. Fatou Gueye, allez-y. Oui, c'est bon, j'ai compris. D'accord, merci beaucoup. Donc, on peut avancer. Monsieur, on peut avancer, s'il vous plaît. Dans ce cas, on avance. Maintenant, pour la question 2, on demande dans la question, ça, c'était la question petit a, hein. La question petit a. Maintenant, pour la question petit b, on vous demande de placer, d'en déduire les solutions de E. Déduisons, déduisons. Heureusement que maintenant, c'est nickel, hein, l'écriture est nickel. Déduisons les autres solutions de l'équation E. Bon, après avoir fait ça, il faut conclure en disant que alors, moins racine de 3 plus i est solution de l'équation E. Maintenant, ici, on demande de déduire les autres solutions de E. À partir de cette méthode, à partir du tableau d'Horner, on peut donner directement la factorisation de cette équation de E. Dans ce cas ici, on va dire que E, c'est tout simplement z moins cette racine. Ça sera racine de 3 moins i. Facteur de ça, z carré moins 2 racine carrée de 3 z plus 4. Je pense que ça, c'est pas un problème pour vous. C'est tout simplement un polynôme. Comme en première, la factorisation d'un polynôme à partir de la méthode d'Horner. On prend x moins la racine évidente, facteur de l'autre polynôme q de x. On fait exactement la même chose. On est d'accord? Maintenant, pour résoudre cette équation, on doit poser chaque facteur égale 0. Z plus racine carrée de 3 moins i égale 0. Et l'autre côté, vous aurez une équation du second degré. 2 racine de 3z plus 4 égale 0. Et dans ce cas, en calculant delta ici, bon, là, on avait directement la solution, hein. C'était ça. Là, en calculant delta, on trouve b carré, c'est 2 racines carrées de 3. Le tout au carré, moins 4ac, c'est 4 fois 4 fois 1. Et delta, dans ce cas, on trouve 2 racines de 3, c'est 12. Le tout au carré égale 12, moins 16. Et là, on trouve moins 4. Lorsque delta est négatif, qu'est-ce qu'on doit faire? Résolution dans C, dans l'ensemble C. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque delta est négatif? Il ne faut pas mettre ensemble vide. Il y aura toujours des solutions. Oui, Fatou Gueye, qu'est-ce qu'on doit faire ici à partir de là? Delta est négatif. Lorsque delta est négatif, on calcule racine de delta en remplaçant le i par le moins par i au carré.
D'accord, donc ce moins 4, je peux l'écrire sous la forme de i, le tout au carré. Comme ça, la racine carrée de delta peut être égale soit 2i ou bien moins 2i. Donc, si on prend 2i, c'est bon. Si on prend moins 2i, c'est bon. Donc, ici, on calcule z de 1 et z de 2. Moins b, moins racine de delta sur 2a. B, notre b, c'est moins 2 racine de 3. Moins b sera 2 racine de 3. Moins racine carrée de delta, c'est 2i sur 2a. 2a, c'est 2. En simplifiant, on trouve racine carrée de 3 moins i. Et automatiquement, z de 2 sera, dans ce cas, moins plus 2i sur 2, et ce qui donne racine carrée de 3 plus i. Donc, vous voyez bien. Et je vous signale une chose. Très souvent, la solution est donnée à part de la question. Donc, les solutions sont données à part de la question. Donc, regarde les affixes qu'on a définis. Le petit 2, on désigne A, B, C, les points, etc. d'affixes. Regardez ce qu'on a donné. Racine de 3 moins i, racine de 3 plus i, moins racine de 3 plus i. Ces points qu'on donnera par la suite seront toujours les solutions, très souvent. Donc, vous voyez, on avait comme solution ici moins racine de 3 plus i, la racine de 3 moins i, racine de 3 plus i. On les retrouve ici encore. Donc, ça aussi, c'est une méthode aussi de vérification. On peut vérifier toujours, est-ce que ce qu'on nous a donné, est-ce que ce sont ces mêmes nombres qu'on a trouvé comme solution à partir de l'équation. Donc, vous voyez, et là, on a retrouvé ces mêmes nombres, donc on peut être confiant qu'on a trouvé la résolution. Donc, ici, vous faites les solutions dans n'importe quel ordre. Donc, voici la résolution de ce polynôme. Et pour la question, à part de la question 2, on désigne les quatre points d'affixes respectives, racine de 3 moins i, etc., etc. Et là aussi, on a ajouté quelque chose, hein, et 2i. 2i aussi, c'est une affixe. On nomme G le barycentre des points pondérés, etc. Justifie que G est bien défini. Quand est-ce qu'un point barycentre est défini? Et ça, c'est depuis la seconde, hein? Ça, c'est depuis la seconde. Le problème, il faut le corriger, Inch'Allah. Oui, si on aura le temps. L'ex3 est très intéressant, monsieur. L'ex3, c'est le problème, hein? Oui. Vous aurez, de toute façon, vous aurez la correction. Si on aura le temps, on corrigera aussi quelques questions, hein? Monsieur, après le 3A, on a dit de déterminer les réels A et B. C'est bon maintenant? Et maintenant, pour le petit 2, on désigne les quatre points avec les affixes qu'on a précisés. On nomme G le barycentre des points pondérés. Quand est-ce qu'un point barycentre existe? Quand est-ce qu'un point barycentre existe? Moussa Lo, quand est-ce qu'un point, depuis la seconde, hein, quand est-ce qu'un point barycentre est bien défini? Oui, Moussa, allez-y. Quand est-ce qu'un point barycentre Bon, est défini? bonsoir, monsieur. Oui, ça va, Bonsoir. comment vous allez bien? J'espère. Très bien, merci beaucoup. Donc, euh, il est défini si alpha plus bêta plus gamma est différent des zéros. Très bien, très bien. Il faut bien noter cela, hein? Il faut bien noter cela. Un point barycentre est bien défini ou bien existe, soit G, barycentre de A alpha, B bêta, C gamma. Le point G existe ou bien est défini si et seulement si alpha plus bêta plus gamma est non nul. Si la somme des coefficients est différente de zéro, cela veut dire que le barycentre est défini. Et là aussi, pour trouver l'affixe de G, la formule est donnée comme ça. ZG égale alpha ZA plus bêta ZB plus gamma ZC, le tout divisé par alpha plus bêta plus gamma. Ceci est à noter. L'affixe du barycentre est donné par cette formule. Donc, vous voyez bien, le barycentre est défini lorsque la somme des coefficients est non nulle. Donc, ici, pour répondre à cette question 2A, ici, on va dire que G est défini
G est défini si alpha ici c'est moins un plus un plus un différent de zéro. Et là, vous trouvez que moins un plus un qui est égal à un est bel et bien différent de zéro. Alors, G existe. Donc, c'est ça la réponse à cette question. La question 2A. 2B, on demande de placer les 4 points dans un repère. Donc, dans ce cas, il vous faut un repère bien normé. Je suppose que ça, c'est un repère bien normé, même si on n'a pas les matériels qu'il faut. Donc, il faut savoir placer les points, hein. Lorsqu'on vous donne l'affixe du point, là, automatiquement, vous avez les coordonnées du point. L'affixe est composé de partie réelle et partie imaginaire. Par exemple, le point A. A a pour affixe racine de 3 i. C'est-à-dire A a pour coordonnée racine de 3 moins un. B a pour coordonnée racine de 3 un. C a pour coordonnée moins racine de 3 et un. Et D a pour coordonnée, parce que D a pour affixe 2i. Donc D a pour coordonnée 0, 2. Donc il faut savoir placer ces points-là. Le point A de coordonnée racine de 3 moins un. Je sais que racine carrée de 3, sa valeur approchée égale à, 1, c'est égal à 1,7. 1,7 à peu près, c'est ici. Hein? 1,7 à peu près, c'est ça. Et 1, racine de 3 est moins un. Moins un, y égale moins 1, c'est ici. Donc là, vous avez le point A. On a ici le point A. Le point B a pour coordonnée racine de 3 1. Racine de 3 1, c'est ici. Voici racine de 3 et là, vous avez 1. Donc, vous avez ici le point B. C moins racine de 3 et 1. Moins racine de 3, c'est moins 1, virgule. Bon, je me suis trompé pour les points, hein. Là, j'ai marqué 0,1. J'ai marqué 0, quelque chose. Alors que ça devrait être moins 1, quelque chose. Donc, ici, rapidement, 1,7, c'est à peu près ici, et 1. Donc là, vous avez le point A. Vous avez le point A ici. Le point B ici. Le point C, c'est moins 1,7, c'est ici, et 1. Donc, vous avez ici le point C. Le point D, 0, moins 0,2. Le point de coordonnée 0,2, c'est ici. Le point D. C'est bon. Très bien. Donc, là, on a placé les points. On vient de placer les points ici. Allons-y. Maintenant, pour la question C, on demande de calculer le rapport. La question C, calculons ZA moins ZG sur ZA, ZC, ZC moins ZZ. Donc, je vous dis une chose. Toujours ici, l'objectif. L'objectif est en fait de déterminer la nature donc, du triangle. Ici, vous avez 3 points. Si, si le quotient donne un réel, cela veut dire que les points sont alignés. Si le quotient donne un nombre imaginaire pur, cela veut dire que les deux droites, on a ici deux droites perpendiculaires, ou bien les points forment un triangle rectangle. On est d'accord? Donc ici, l'objectif est de déterminer en fait la nature de ce triangle. Maintenant, il faut calculer tout le rapport, ensuite calculer le module et l'argument pour déterminer la nature du triangle. C'est pour cela qu'on demande d'en déduire la nature du triangle après avoir calculé le rapport. Mais on m'a donné l'affixe du point A, l'affixe du point C, mais pas encore l'affixe du point G. Et il me faut dans ce cas l'affixe du point G. On doit trouver G.
Et là, on nous a demandé on avait demandé de montrer que z de g égale racine de 3 plus 3i. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas pu continuer ici. Donc, je vais déterminer ça ici. Z de g égale alpha z de a, c'est moins 1. Z de a plus bêta z de b, c'est 1 z de b plus gamma z de c, z de d, hein, c'est 1 z de d, le tout divisé par moins 1 plus 1 plus 1. Et lorsqu'on remplace z de a, moins z de a égale moins racine de 3 plus i, plus z de b égale plus racine de 3 plus i, z de d qui est égal à plus 2i, divisé par 1. Et là, on retrouve z de g égale moins racine de 3 plus racine de 3, c'est 0. Et là, ici, je me suis trompé, c'est ZO, c'est pas ZA. C'est ZO. ZO, c'est 0. Là, vous avez 0. Plus ça. Et là, on trouve racine de 3 plus 3i. Donc, Z de Z égale racine de 3 plus 3i. Donc, on calcule le rapport. ZA moins Z de G divisé par Z de C moins Z de G égale ZA étant racine carrée de 3 moins i. Z de G égale racine carrée de 3 plus 3i. En multipliant par moins, on obtient moins 3i divisé par Z de C qui est égal à moins racine carrée de 3 euh, plus i. Et Z de G moins racine carrée de 3 moins 3i. Et là, au numérateur, on trouve moins 4i divisé par ici au dénominateur, on trouve moins 2 racine carrée de 3 plus moins 2i. C'est ça qu'on trouve au numérateur. Sauf s'il n'y a pas erreur de calcul. Ah, mais monsieur, vous avez oublié de déterminer les réels. Monsieur, où est la correction? Oui, c'est bon. Maintenant, moins 4i sur moins 2 racine de 3 moins 2i. C'est ça qu'on trouve, hein? Sauf s'il y a erreur de calcul. Et là, j'ai bien mis ZA qui est égal à racine carrée de 3 moins i, moins z de g qui est égal à moins racine de 3 plus 3i qui devient moins racine de 3 moins 3i. Sur z de c était égal à moins racine de 3 plus i, moins racine de 3 plus i. Z de z, c'est toujours moins racine de 3 moins de i. Dans ce cas, on calcule. Ici, il faut en fait rendre réel le dénominateur. Donc ici, je peux factoriser d'abord pour simplifier. Là, vous avez 4i. En factorisant par moins 2 ici, vous aurez racine carrée de 3 plus i. Et en simplifiant par moins 2, vous aurez 2i ici sur racine carrée de 3 plus i. Il faut rendre réel pour avoir 2i facteur de racine de 3 moins i sur la partie réelle au carré qui est racine de 3 au carré plus la partie imaginaire au carré. Et lorsqu'on développe ici, on trouve 2i racine carrée de 3 moins, i, c'est 2, hein, sur, et là, vous avez 4. Vous avez 4. Et à la fin, le rapport ZA moins ZG sur ZC moins ZG, on trouve finalement un demi pour la partie réelle, parce que 2 sur 4, c'est un demi, plus racine carrée de 3 sur 2, i. Oui, on trouve ce rapport. Non, non, monsieur, c'est problème de connexion. Raison pour laquelle, des fois, Oui, on dit que je suis relevé la main, alors que tel n'est pas le cas. d'accord, merci. Madame Jay, je disais quoi? L'objectif est de déterminer la nature du triangle. Après avoir calculé le rapport, il faut déterminer le module et l'argument pour pouvoir donc déterminer la nature du triangle. Je vais vous donner quelques propriétés sur la nature d'un triangle. Nature d'un triangle. Nature d'un triangle.
Donc, retenez bien ça, hein. Si vous avez module de ZA moins ZB sur ZA moins ZC, si on a ça est égal à 1, cela veut dire tout simplement que AB, la distance AB égale à la distance AC. Et aussi, argument de ZC moins ZA, argument de ZA moins ZB sur ZA moins ZC, si l'argument est égal à pi sur 2. Dans ce cas, on va dire que l'angle formé entre CA, CB, BC, BA égale pi sur 2. Donc, ce qui fait que ABC est un triangle rectangle isocèle. Isocèle en A. Donc, si on calcule le module et on trouve 1 et l'argument pi sur 2, on va dire que le triangle est rectangle isocèle. Oui, d'accord. Maintenant, lorsque le module donne 1, l'argument ne donne pas pi sur 2 ou bien pi sur 3. C'est un triangle isocèle tout court. Mais lorsque le module donne 1, soit vous avez un triangle isocèle ou bien isocèle rectangle ou bien équilatéral. Donc, tout dépendra aussi de l'argument. Dans ce cas, il faut toujours calculer le module et l'argument. Maintenant, si vous avez le module toujours de ZA moins ZB sur ZA moins ZC égale 1 et argument de ZA moins ZB sur ZA moins ZC qui est égal à pi sur 3, je vais mettre modulo pi, là aussi modulo pi. Si vous avez ça, c'est un triangle, alors ABC est un triangle équilatéral. Équilatéral. Donc, il faut bien retenir ces deux-là. Il faut bien retenir ces deux-là. Pour déterminer l'amplitude du triangle, encore une fois, on calcule toujours le module et l'argument. Si le module égale 1, l'argument égale pi sur 2, on dit triangle rectangle isocèle. Maintenant, si le module égale 1, l'argument égale pi sur 3, modulo pi. Si je dis modulo pi, cela veut dire quoi? On peut trouver l'argument égal 2 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3. Ça, c'est bon aussi. Toujours, vous aurez un triangle équilatéral. C'est bon. Toujours triangle équilatéral. Modulo pi veut dire à chaque fois, on peut ajouter pi ou bien enlever pi. Donc, moins pi sur 3, c'est bon. Moins 2 pi sur 3, 2 pi sur 3. Tout ce qui est en rapport avec pi sur 3. Donc, ça, c'est un angle de 60 degrés. Vous voyez bien, dans ce cas, vous aurez un triangle équilatéral. Vous voyez bien. Donc, ici, à partir de cette question, on nous demande de calculer le rapport en déduire la nature du triangle. Dans ce cas, on doit calculer le module et l'argument de ce rapport. C'est ça qu'il faut. De ZA moins ZG divisé par ZC moins ZG. C'est ça qu'il faut faire. Donc, à la ligne, vous mettez module de ZA moins ZG divisé par ZC moins ZG. Donc, ceci revient à calculer le module de ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé pour le rapport 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Maintenant, pour aller beaucoup plus vite, on sait que ce module est égal à 1. Vous savez comment calculer un module? C'est pour gagner du temps. Le module est égal à 1. Et maintenant, l'argument. L'argument de ZA moins ZG divisé par ZC moins ZG. Donc, vous voyez, ceci revient à calculer l'argument de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et vous savez comment calculer l'argument? On calcule le cos et le sinus et on regarde l'angle correspondant. Et ici, l'angle correspondant à donc cosinus de θ égale 1 demi, sinus de θ égale racine de 3 sur 2. L'angle, c'est pi sur 3, modulo de pi. Donc ici, le module égale à 1
Et l'argument égale à pi sur 3. Je vais dire, comme ici, la distance AG égale à la distance CG et l'angle formé entre GC et GA égale pi sur 3, alors ACG, ACG est un triangle, est un triangle équilatéral. Est un triangle équilatéral. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on continue. S'il n'y a pas de questions, on continue, hein? Jusque-là, c'est bon. Alors, c'est bien. Maintenant, oui, il y a certains. Habib, lis rapidement. Et monsieur, Oui, parfois on donne trois affixes. On oui, demande de déterminer le quatrième pour que les quatre points forment un carré. Dans ce cas, on fait comment? oui. Il faut seulement poser l'égalité de deux vecteurs. Ça, c'est tellement facile. On peut parler de carré rectangle ou bien parallélogramme. Regardez, je donne un exemple ici, hors de cet exercice. Je donne ici un exemple. Bon, je prends une base comme ça. Supposons qu'on vous donne cet affixe. Soit les points, soit les points A d'affixe 1 plus I, B d'affixe -3 -2i, C d'affixe, par exemple, 5. On vous demande maintenant de déterminer l'affixe de D pour que A, B, C, D forment un carré, soit un carré, soit un carré. C'est ça votre question, n'est-ce pas? C'est ça votre Oui, question. oui, oui. Maintenant, regardez, lorsqu'on vous donne des affixes et on vous dit que, on vous demande de déterminer un affixe pour que cet parallélogramme soit un carré, et le quadrilatère soit un carré, parallélogramme ou rectangle, essayez d'avoir l'égalité de deux vecteurs, tout simplement. Parce que là, lorsque vous avez un carré comme ça, lorsque vous avez un carré A, B, attention, il faut bien aligner les points A, B, C, D. Donc, vous voyez bien, je dois mettre A, B, C, D dans cet ordre. Dans ce cas, lorsqu'on doit déterminer l'affixe du point D, je pose l'égalité de deux vecteurs. Lorsque vous avez un carré, un rectangle, un parallélogramme, vous avez toujours l'égalité de deux vecteurs. Par exemple, ici, on peut dire que le vecteur AB égale au vecteur DC. Je peux dire que le vecteur aussi AD est égal au vecteur BC. Donc, lorsque j'obtiens l'égalité de deux vecteurs, à partir de ces relations, je peux traduire ça en affixe et trouver l'affixe du point concerné. Par exemple, ici, AD égale BC. Comment calculer AD? Ça, c'est ZD moins ZA égale ZC moins ZB. Et là, qu'est-ce qu'on doit trouver? ZB. ZD, dans ce cas, égale ZC moins ZB. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Donc, vous voyez bien. Tout ce qui reste à faire, c'est de remplacer ZC par son expression. ZC égale 5. ZB, donc là, vous aurez ZD, c'est 5. ZB égale 3 plus 2i avec le moins, ça devient plus 3 plus 2i. ZA, c'est 1 plus i. Et vous aurez ZD finalement égale 8, 9 plus 3i. On peut vous poser une question aussi de ce genre en disant, par exemple, que tel point est symétrique de tel point par rapport par rapport à un point. Là aussi, essayez de traduire la relation parce que vous aurez toujours le milieu d'un segment. Essayez de traduire la relation et trouver l'affixe. Oui, c'est bon, on continue. Ça, c'était une parenthèse. La question ici, la question suivante. B, déterminer les affixes, soit S la similitude plane de centre G qui transforme C en B. Donner l'écriture de la complexe. Là, on vous donne des transformations. Très souvent, vous avez des problèmes sur cette partie.
Ah, vous ne traitez même pas cette partie. Vous ne traitez même pas cette partie. Et pourquoi? Et que c'est tellement facile. Avec les transformations, lorsqu'on vous donne une similitude, soit on vous donne la forme complexe et on vous pose des questions comme quoi déterminer l'image d'une droite, l'image d'un cercle, l'image d'un point, etc. Soit on vous donne des informations pour déterminer la forme complexe de la similitude. On vous donne des transformations, tel point transforme tel point, etc., etc. Tel point est le point invariant. Et je vous avais parlé, lorsqu'on faisait ici la leçon sur les similitudes, je vous avais parlé donc, c'est quoi un point invariant? Le point invariant représente quoi pour la transformation, pour une similitude? Que représente le point invariant selon vous? Que représente le point invariant? Oui, Aboubacar Sow, que représente ici le point invariant? Si on vous parle d'un point invariant, cela C'est le représente centre. quoi? C'est le? Centre. Très bien. Point invariant égale centre, toujours. Point invariant, c'est à noter, hein? Point invariant, c'est toujours centre de la similitude. C'est un point qui ne varie pas. Lorsqu'on calcule l'image de ce point, on trouve encore ce point. C'est ça, un point invariant. Lorsqu'on vous donne aussi le centre de la similitude, le centre représente le point invariant. Sonko et Diomaye, Diomaye et Sonko. Point invariant, centre de la similitude. Centre de la similitude, c'est le point invariant. Donc, vous voyez bien. Très bien. Donc, lorsqu'on vous donne un centre pour une similitude, là, on a donné une information. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Soit G, soit S, une similitude de centre G. Ici, cela veut dire quoi? Que représente G? Que représente G selon vous? De centre G. Qu'est-ce que je viens de dire en NB? Oui? Aïcha? Aïcha K? Que représente le point G, Aïcha? G est le point invariant, G. G est le point invariant. Vous voyez bien, G est le point invariant. Donc, pour notre question 3, S2, et tu es en train de rigoler pour Sonko égale Diomaye, Diomaye égale Sonko. C'est la même chose pour point invariant. Ah oui. Parce que des fois, lorsqu'on vous dit que tel point est invariant, vous pouvez traduire ça, cette information, vous pouvez le traduire. Mais lorsqu'on donne le centre, lorsqu'on vous dit que tel point est le centre, vous avez un problème pour traduire cette information. Il faut savoir cela. Le point invariant est le centre de la similitude, le centre de la similitude est le point invariant. Donc ici, on a dit que G est le point invariant, cela veut dire que S de G égale G. S, l'image du point Z égale Z, invariant, ce qui ne change pas. Si on calcule l'image, on trouve encore ce point. Vous voyez bien? Et qui transforme S en B. On a donné une autre information. S transforme A en B. Cela veut dire quoi? Transforme C en B. Cela veut dire quoi? S de C égale B. Ah, cette fois, ce n'est pas un point invariant, puisque C transforme, la similitude transforme le point C en B. Vous voyez bien? Très bien. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est l'écriture générale d'une similitude. Une similitude s'écrit de façon générale, Z' égale AZ plus B. Pour déterminer l'expression complexe de la similitude, il faudra faire le tour pour déterminer ce petit a et ce petit b. Maintenant, à partir de ces informations, on utilise ces informations pour déterminer petit a et petit b. Donc, vous voyez bien. Donc, S de G égale G veut dire lorsqu'on remplace ce Z-là par Z de G, on doit trouver ça. Donc, ce qui veut dire quoi? Que notre première information nous donne A, Z de G. Je remplace le Z par G, plus petit b. On doit trouver encore le point G, c'est-à-dire Z de G. Pour notre deuxième information, S de C égale B. S de C est donné par A, Z de C plus petit b, qui doit donner Z de B. Donc, vous voyez bien. Et à 1 moins 2, si je fais 1 moins 2, ça me permet de trouver A, puisque je vais directement simplifier les B. 1 moins 2, je mets A facteur de Z de G moins Z de C
égale ici ZG moins ZB. Et là, on trouve A égale ZG moins ZB divisé par ZC, ZG moins ZC. Donc, c'est ça. C'est ça, tellement facile. Et ce qui reste à faire, c'est de remplacer pour trouver ZG et c'est égal à racine de 3 plus 3i sur moins ZB. ZB est égal à racine de 3 moins i. Euh, Là, vous avez encore racine carrée de 3 euh, plus 3i moins ZC qui est égal à plus racine de 3 moins i. Et je pense qu'on avait déjà calculé ces genres d'expressions, hein. Ces genres d'expressions, on l'avait déjà calculé lorsqu'on déterminait la nature donc, du triangle. Donc, on continue. A est égal à quoi? A égale à, ici, petit a égale. Lorsqu'on calcule, les racines de 3 vont se simplifier. Là, c'est 2i divisé par 2 racine carrée de 3 plus 2, 2i. Et là, en simplifiant par 2, on trouve i sur racine de 3 plus i. Et on rend réel pour avoir i facteur de racine de 3 moins i sur la partie réelle au carré, c'est 3 plus partie imaginaire au carré, c'est 1. Et à la fin, on trouve mhm, on trouve ici 1 quart plus racine de 3 sur 4i. Donc, c'est ça qu'on trouve pour A. A égale 1 quart plus racine de 3 sur 4i, hein? Donc, vous voyez bien. J'espère qu'il n'y a pas de difficulté pour les calculs. Ah ouais, j'espère qu'il n'y a pas de difficulté, hein? C'est bien alors. Maintenant, on continue. On continue. Bon, je me suis trompé, hein. ZC, oui, oui, c'est comme ça. ZC est égal à moins racine de 3. Et c'est bon. Donc, ici, on remplace dans l'une de ces équations pour trouver B. Donc, ici, si on prend la première équation, par exemple, la première équation, c'était A Z de G plus petit b égale Z de G encore. Donc, ce petit b donne Z de G moins A Z de G. Bon, en factorisant on a 1 moins A. Et je remplace Z de G est égal à était égal à racine de 3 plus 3i, facteur de 1 moins a qui est égal à 1 quart moins 1 quart de i racine de 3. Et le petit b, on trouvera donc ici, pour gagner du temps, il faut essayer de calculer, de me dicter les calculs pour gagner du temps parce qu'il y a d'autres exercices ici à corriger. Donc ici, pour gagner du temps, je calcule directement ça, je vous donne directement le résultat pour le petit b. On trouve 3 racines carrées de 3 plus 3i. Ça sur 2, ça aussi sur 2. Donc, c'est ça qu'on trouve. Donc, la similitude qu'on cherchait, c'était en fait z' égale, a, c'est 1 quart plus i racine carrée de 3 sur 4 z plus b qui est égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 plus 3 demi 3, sur 2 hein, de i. Donc, c'est ça. Donc, voici ce qu'on devrait trouver pour la similitude. Et maintenant, la question suivante
Déterminer les affixes des points A', O', images respectives de A et O. Donc, calculer l'image de A pour trouver A', calculer l'image de O pour trouver O', les images de A et O par S. Donc, pour la question petit b, l'image des points A et O par S. Donc, ici, S de A est calculé comme ça. C'est A, Z de A plus B. Donc, ici, on prend la similitude. C'est 1 quart plus I racine carrée de 3 sur 4 Z de A. Z de A, on l'avait, c'était racine carrée de 3 plus I, moins I. Z de A, c'était ça. B qui est égal à 3 racine carrée de 3 sur 2 plus 3 demi de I. Et le calcul directement, bon, ça c'est Z de A prime, hein, Z de A prime. Directement, le calcul donne, ici tout calcul doit donner 2 racine carrée de 3 plus 2i. C'est ça qu'on trouve pour A'. Et S de O, qui est égal à AZ de O, la formule, c'est 1 quart plus racine carrée de 3 sur 4i. Z de O, heureusement que c'est 0. O a toujours pour affixer 0, hein? Oui, Aïcha K. Aïcha K, allez-y, rapidement. Plus B. B égale à... Monsieur, pour le calcul de B, Oui, je pense qu'il y a erreur pour le calcul de B, il y a une erreur. Oui, parce que moi, j'ai trouvé 3 racines de 3 sur 2. Voilà, c'est ça qu'on a trouvé pour le petit B. Oui, Tu as trouvé 3 racines de 3 sur 2 seulement. oui. Il faut bien vérifier, hein? Faut bien vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont trouvé la même chose que qu'elle? Monsieur, comment on a fait pour trouver A? Comment on a fait Monsieur, pour trouver A? D'après cette formule, regarde, j'ai pris les deux équations, le système. L'équation 1 moins l'équation 2. Là, en factorisant par A, vous aurez A facteur de Z de G moins Z de C. Et là, les B vont sauter égal Z de Z moins Z de B. Tout ce qui reste à faire est de calculer. Oui, et de calculer. Monsieur, j'ai trouvé la même chose que vous. Ah, donc ici, il y a quelqu'un ou bien quelqu'une qui a trouvé la même chose que moi. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont trouvé la même chose que moi? Bassir ou Ba. Donc, il faut revoir le calcul, hein? Oui, il faut revoir le calcul. Je pense que c'est ça qu'on doit trouver en fait. Ah oui, je pense que c'est ça qu'on doit trouver. Maintenant, ici, on remplace Z par 0 plus B qui est égal à 3 demi, 3 racines de 3 sur 2 plus I plus 3 demi de I, hein. Et heureusement que ZO' égale 3 racines carrées de 3 sur 2 plus, moi aussi, j'ai trouvé la même chose que vous. Donc, c'est quoi qui a fait une erreur? Désolé. Il faut bien recalculer. Je trouve 3 racines de 3. Bon, rapidement. Donc, ici, on a trouvé A' et O', hein. Voici les affixes. Placez A' et O' dans le repère précédent. Dans le repère précédent, on remplace, on place A' et O', hein. Je pense que ce n'est pas nécessaire de placer les points parce que vous avez les coordonnées, hein. Pour gagner du temps, on ne va pas placer les points. On continue. Justifie que O' est le milieu de BA' et A' est B milieu de GA. Dans ce cas, ici, il faut recalculer l'affixe de O'. Si on trouve la même chose, oui, je n'ai pas précisé les éléments caractéristiques. Très bien. Donc ici, je pense que, bon, c'est le temps qui m'étouffe comme ça. Maintenant, je pense qu'à part de là, vous pouvez continuer quand même. Pour donner les éléments, la nature et les éléments caractéristiques de la similitude, on doit regarder le module de ça, le module de A. Si le module est
est égal à 1, c'est une rotation. Si le module est différent de 1, c'est une similitude plane recte. Maintenant, de centre qu'on a déjà donné, le centre c'est le point G, de rapport et d'angle, etc. Vous voyez bien. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, après, de toute façon, vous aurez la correction. Ici, on doit gagner du temps. C'est bon, on gagne du temps rapidement. Et là, vous calculez pour la question petit c, on doit recalculer l'affixe du point O. Calculons. Donc ici, ZO', comme ici on demande de justifier que c'est le milieu du segment BA', pour calculer les coordonnées donc d'un milieu, on prend l'affixe de A plus l'affixe de B plus l'affixe de A' divisé par 2. Si on prend l'affixe de B qui est égal à racine carrée de 3 plus I, l'affixe de B c'est ça, plus l'affixe de A'. Attention, A' c'est 2 racine carrée de 3 plus 2i. Le tout divisé par 2. On va essayer de voir si on va retrouver notre O'. Ça. Maintenant, ça, c'est racine de 3 plus 2 racine de 3 qui donne 3 racines de 3. Et même là, on va essayer de voir qui a trouvé entre toi et moi 2i plus i égale 3i sur 2. Donc, vous voyez bien, on a retrouvé d'où ici O est le milieu de BA'. Donc, on a retrouvé le même point A. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, pour le point B, milieu de segment GA aussi, on fait la même chose. On calcule le point G encore. Calculons le point B, ZB. Donc, ici, ZB, comme c'est le milieu de GA, c'est Z2. G plus ZA sur 2. On va essayer de voir si on va retrouver le point B encore une fois. Maintenant, le point G était égal à racine carrée de 3 plus 3i. Et le point A, c'était racine carrée de 3 moins i. Le tout divisé par 2. Et lorsqu'on calcule racine de 3 plus racine de 3, c'est 2 racine de 3 plus 2i sur 2. Et en simplifiant, on trouve racine de 3 plus i. Donc, on retrouve encore le point B. Donc, ce n'est pas compliqué. Bon, je pense que on peut démarrer l'exercice 1 avant qu'il soit l'heure. Et on peut très rapidement terminer l'exercice 1 pour régler quelques problèmes de cet exercice, hein. Je pense que là, vous en aurez besoin. Maintenant, pour l'exercice 2, rapidement. Exercice 2. Exercice 2. Donc, soit un entier naturel et restez concentré encore une fois, parce que vous aurez besoin de beaucoup de concentration pour cet exercice. Monsieur, vous avez sauté une question. Quelle question? Précisez la question que j'ai sautée. Précisez la question que j'ai sautée. Ça, c'est pour Madame Dieye, hein. Donc, on prend quelques élèves. Aïcha K. Aïcha K. Oui, monsieur, Oui, tu peux remonter un peu, je veux voir. oui, Remonter. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Attendez. Oui, oui, c'est fait, merci. Tu peux y aller. Très bien. Bon, rapidement, exercice 2. Soit un entier naturel n supérieur ou égal à 2. On dispose de n sacs S1, S2, S jusqu'à Sn. Maintenant, au départ, le sac S1 contient deux atomes noirs et un jeton blanc. Et chacun des autres sacs contient un jeton noir et un jeton blanc. Il faut bien comprendre cet énoncé, hein. On a des sacs, on a beaucoup de sacs. Bien, on a n sacs. Maintenant, pour le sac 1, il y a, ici, je vais illustrer ça. Par exemple, ici, vous avez S1. S1, il y a combien de jetons? On a un jeton noir au départ, oui, deux jetons noirs. Deux jetons noirs, ici. Vous avez marqué ça en couleur même. Et un jeton blanc. Et un jeton blanc. Bon, je vais remplacer blanc par rouge. J'ai pas de blanc ici. Je me remplace ça par jaune, hein. Et un jeton blanc. Je considère que ça, c'est le jeton blanc. D'accord? Donc, voyez bien. Un jeton blanc. Ou bien je marque ça comme ça.
Attendez. Et un jeton blanc. Vous voyez bien. Et on a les autres sacs, par exemple S2, les autres sacs ont chacun un jeton noir et un jeton blanc. Par exemple, ici, vous avez un jeton noir et un jeton blanc. Donc, vous voyez bien. Même chose pour le S3. Vous avez un jeton noir et un jeton blanc, etc., etc. Pour les autres sacs. Maintenant, ici, regardez ce qu'on propose. On se propose d'étudier l'évolution des tirages successifs d'un jeton de ces sacs effectués de la façon suivante. Regardez bien. Première étape. Première étape. On tire au hasard un jeton de S1. Deuxième étape. On place ce jeton dans S2. Donc, voyez bien, on choisit un jeton dans S1 qu'on doit mettre dans S2 pour choisir encore un autre jeton qu'on doit mettre encore dans l'autre sac, on choisit encore un autre jeton qu'on doit mettre, etc., etc., etc. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Première étape, on tire au hasard un jeton de S1. Deuxième étape, on place ce jeton dans S2. S2 veut dire sac 2, deuxième sac. Puis on tire au hasard un jeton de S2. On remet ça dans S2 et on tire dans S2. Troisième étape, après avoir placé dans S3 le jeton tiré dans S2, en plaçant dans S3, le jeton sorti de S2, hein, le jeton sorti de S2 au lieu de S1, ça c'est S2. On tire au hasard un jeton de S3, ainsi de suite jusqu'au énième tirage. On est d'accord? Maintenant, ici, il faut bien prêter attention sur les événements qu'on donne et les probabilités qu'on donne. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Pour tout entier naturel K, tel que K compris entre 1 et N, on note EK, l'événement. C'est très important, ce qu'on a mis ici. EK, c'est l'événement. C'est quel événement? Le jeton tiré dans SK est blanc. Maintenant, il faut bien comprendre E veut dire quoi? K veut dire quoi? Ce K, c'est l'indice. Vous voyez, E seulement, c'est événement tiré un jeton blanc. E seulement, c'est l'événement tiré un jeton blanc. Maintenant, K nous indique la sac qu'on doit tirer le jeton blanc. On est d'accord? Donc, tout ce qui est E veut dire tirer un jeton blanc. Tout ce qui est E. Je n'ai pas encore dit EK. Hein. K nous donne seulement la précision du numéro donc, du sac. Par exemple, si je mets E10, E10 veut dire quoi? Qui peut me donner ici la définition de E10 d'après ce qu'on a défini ici? EK, l'événement de son tiré dans SK est blanc. Ici, qui peut me donner ici l'événement EI veut dire quoi? E10. E10. Donnez-moi l'événement E10. Parce qu'il faut savoir ce que représente E et K. K, c'est l'indice. Oui, Madame J. Le jeton tiré dans S10 est blanc. Très bien. Le jeton tiré dans S10 est blanc. Le sac 10, le sac numéro 10, le jeton qu'on tire là-bas est blanc. Donc, vous voyez bien. Donc, il faut comprendre ça. Maintenant, si je mets, par exemple, pourquoi je dis il faut comprendre les lettres et les nombres et les chiffres. Donc, si je dis E bar 3, et lorsque vous avez bar, tout ça veut dire contraire. Vous l'avez appris. Bar veut dire contraire. Donc, E bar 3. E bar 3 veut dire quoi? Qui peut me donner ici la définition de E bar 3? E bar 3. Oui, Mohamed Nia. Mohamed. E bar 3 veut dire quoi? C'est le jeton tiré Mhm, dans le sac S3 mhm. est noir. Très bien. Donc, bar, c'est le contraire de E. Donc, le contraire de E ici ne peut être rien d'autre que noir. Le sac, pour chaque sac, on a blanc et noir. Si ce n'est pas blanc, c'est noir. Donc, si on met E bar,
c'est noir. Le 3 veut dire troisième sac, le sac 3. On est d'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre avant de commencer. L'événement et sa probabilité. Maintenant, regardez, une autre notation qu'on doit comprendre. Qu'est-ce qu'on note ici? On note PK, la probabilité de EK. P est la probabilité. Donc, si je mets P6, P6 représente quoi? Que représente P6? P6, qui peut me donner donc ici la représentation de P6? Tout ce qu'on note P représente la probabilité. Mais P6 représente quelle probabilité? P6. Oui, allez-y rapidement. P6 représente quoi? Regardez d'après la définition de PK. PK est la probabilité de EK. P6, c'est quelle probabilité? Aïssa? Aïssa K? Aïssa K? Rapidement, on ne doit pas traîner ici sur cet exercice. La probabilité de E6. C'est la probabilité de E6. Autrement dit, c'est la probabilité, puisque E6, c'est l'événement tiré un jeton blanc dans sac 6. On est d'accord? Maintenant, P6, c'est la probabilité de tirer un jeton blanc dans S6. Donc, c'est une probabilité. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, on continue, on commence rapidement l'exercice. Voici la disposition donc, des sacs. C'est seulement le sac S1 qui contient deux jetons noirs et un jeton blanc. Les autres sacs, vous avez partout un jeton noir, un jeton blanc. Maintenant, on note PK, la probabilité de EK. Calculer P1. Dans ce cas, on doit pouvoir calculer P1. Calculons P1. Calculons P1. Calculons P1. P1, c'est quel événement? C'est quelle probabilité? P1, c'est quelle probabilité? P1 est la probabilité de S1. Probabilité de E1. E1, c'est quel événement? E1, c'est quel événement selon vous? C'est l'événement de tirer un jeton blanc et un jeton noir. Non, toi aussi. E, tout ce qui est E, c'est blanc, cassé. E, c'est tirer un jeton blanc. Vous avez déjà défini. E bar, c'est noir. On prend un autre. On prend un autre. Bassirouba. Bassirouba. Monsieur, Oui, c'est l'événement tiré un jeton blanc dans S1. très bien. Le jeton tiré dans, dans S1 est blanc. Donc ici, on doit calculer en fait la probabilité de tirer un jeton blanc dans S1. C'est ça. Donc il faut connaître l'événement pour pouvoir calculer la probabilité. Donc vous voyez bien. Donc ici, P1, dans ce cas, c'est quart de l'univers, c'est quart de l'événement sur quart de l'univers. L'événement, c'est tirer un jeton blanc dans S1. Dans S1, on a combien de jetons blancs? On a un jeton blanc, c'est C11. Sur, là, on doit prendre un jeton parmi les trois jetons. L'univers, c'est 3 parce que dans S1, on n'a que 3 éléments. Donc ici, la probabilité est égale à un tiers. Donc, lorsqu'on tire un élément, aussi, vous pouvez appliquer n'importe quelle opération, soit péris, arrangement, combinaison. Ou bien, moi, je fais quoi? Je prends le nombre d'éléments qu'on a besoin sur le nombre d'éléments total. Le nombre d'éléments possible, favorable sur le nombre d'éléments total. Ici, on a combien de blancs? On a un seul jeton blanc. Je mets un. Sur combien de jetons au total? 3. C'est un 3. Lorsqu'on tire un élément, là, vous n'aurez pas de problème sur les opérations, sur quoi utiliser. Péris, arrangement, combinaison. Là, vous prenez seulement ça. Prenez tout ce que vous voulez. Hein. Si on choisit qu'un seul élément, là, on demande aussi de calculer les probabilités conditionnelles E1 sachant E2. E2 sachant E1.
E2 sachant E1, cela veut dire quoi? Cela veut dire tirer un jeton blanc dans S2, sachant qu'on avait tiré un jeton blanc dans S1. Soit ici, on peut dresser l'arbre pondéré, soit on peut faire ça directement. Si on fait l'arbre pondéré, par exemple ici, l'arbre pondéré, là, vous avez E1, E1 bar. Là, vous avez E2, E2 bar. E2, E2 bar encore. Oui, l'arbre pondéré. Bon, ici, on peut compléter les probabilités, hein. Ça, c'est tirer un jeton blanc dans S1. On l'avait déjà calculé, c'est un tiers. Et l'autre côté, dans ce cas, on aura deux tiers. C'est bon. Maintenant, qui peut me donner ici la probabilité de tirer un jeton blanc? Parce que E2, c'est tirer un jeton blanc dans S2. E2. Attention. Ici, là, on avait E1. On avait tiré un jeton blanc dans E1. Qu'est-ce que ici nous dit? On tire au hasard un jeton dans S1 qu'on doit remettre dans S2 pour tirer encore un jeton dans S2. Ou bien by Samb, by C'est Samb. C'est un quoi? tiers. C'est un Un tiers. tiers. Très bien. Oui. Maintenant, regardez comment ça se passe. Regardez S1. On a tiré un jeton blanc dans S1. Si on remet ça dans S2, si on remet le jeton dans S2 ici, on aura combien de jetons blancs dans ce cas dans S2? On aura deux jetons blancs. Si on prend un jeton dans S1, qu'on doit remettre dans S2, donc nous allons nous retrouver avec deux jetons d'un jeton blanc. Monsieur, je n'ai pas compris P1. Oui, P1, j'ai déjà défini l'événement. Regardez bien, Hadignan. P1, c'est la probabilité de l'événement E1. Et maintenant, E1, c'est quel événement? C'est tirer un jeton blanc dans S1. Regardez S1. S1, on a deux noirs et un blanc. S1, Hadi. S1, c'est deux noirs, un blanc. Et là, on veut tirer un seul jeton blanc. Un blanc. C'est ça l'événement. E1, c'est tirer un blanc. Maintenant, pourquoi on utilise la combinaison? Je disais quoi? Lorsqu'on tire un élément, on peut utiliser l'arrangement P-list combinaison. Si c'est un élément, parce qu'ici, on doit choisir un jeton. Un jeton. On peut utiliser n'importe quelle formule et là, vous aurez le même résultat. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est l'équipe probabilité. Hein? On pouvait directement mettre, comme on doit choisir un jeton blanc, on a combien de jetons blancs? C'est 1 sur nombre de jetons total. Sur 3. Ça donne un tiers. D'accord. On prend le nombre d'éléments sur le nombre d'éléments total. Oui, Khadi, on continue. Pour ça, dans S1, parce que ici on parle de E1, on va rester dans S1. Dans S1, on a combien de jetons? On a trois jetons, dont un blanc et deux noirs. Ah, tu as compris maintenant? Ouais, c'est pour cela que j'ai mis C1, 1. Parce qu'on a là-bas un blanc sur oméga. Oméga, c'est l'ensemble de jetons qu'on a dans S1. Donc, voyez bien. Très bien, Khadi. Comme tu as compris, c'est bien. Maintenant, ici, on doit calculer P2, sachant qu'on avait E1. Là, on vient de E1. Pour avoir ici E2. E2, je vous rappelle que c'est la probabilité de tirer un jeton, comment dire, un jeton blanc dans S2. Sachant qu'on avait trouvé un jeton, on avait tiré un jeton blanc dans S1. Oui, qui peut me donner la réponse à ça? Parce que lorsqu'on tire un jeton blanc, on doit remettre dans S2 pour tirer encore un autre jeton. Très bien. Papa Ndiaye a dit deux tiers. C'est ça, en fait. S2 dans ce cas, la situation de S2 sera comme ça. Regardez, je vais décrire ici la situation de S2. La situation de S2, dans ce cas, on aura un seul jeton noir, parce puisqu'il n'y avait qu'un seul jeton noir. Maintenant, dans ce cas ici, on va se retrouver avec deux jetons blancs. Pourquoi? D'où vient ce jeton blanc? Dans S1. Parce qu'en S1, on avait tiré un jeton blanc qu'on doit remettre dans S2. Maintenant, on calcule la probabilité ici de tirer un jeton blanc. Donc, on met C2
2, C2, 1 sur C3, 1. C'est ça la probabilité. L'événement, c'est tirer un jeton blanc. Il n'y a pas de deux éléments. On ne doit pas tirer deux jetons. L'exercice dit on doit tirer un jeton. Là, on met C2, 1. Pourquoi? Parce qu'il y a deux blancs cette fois. Sur univers, c'est 3, 1. Donc, lorsqu'on calcule, on trouve 2 tiers. Et là, ici, vous avez 2 tiers. Et automatiquement, je peux compléter ici. Est-ce qu'il y en a certains qui n'ont pas compris? Si vous n'avez pas compris, levez la main. Papa Ndiaye, c'est toi qui as donné le résultat quand même. Oui, Papa Ndiaye? Non, E2 bar, pour la probabilité de tirer un jeton, dans E, E2 bar, comment on a fait pour calculer? je n'ai pas compris dans E2 bar, E2 bar, là où j'ai mis un tiers. oui. Et si on a l'une de ces probabilités, on peut trouver automatiquement l'autre. On n'a même pas besoin de calculer. Parce que la somme des branches doit toujours donner 1. La probabilité qu'on a Oui. sur les branches doit toujours donner 1. Mm. Si j'ai deux tiers ici, automatiquement, je dois avoir un tiers. Si vous voulez aussi, vous pouvez calculer ça. Ce n'est pas un problème. Oui. Parce que Pour E2 calculer, comment? bar, là, on est à E2 bar, sachant E1. Ça veut dire tirer un noir dans S2, sachant que dans S1, on avait tiré blanc. On est toujours sur cette Mm. situation. D'accord? Oui. On est toujours ici, hein, S2, la situation de S2. Et maintenant, si on doit choisir un noir, E bar, E2 bar, c'est tirer un noir dans S2. Ça sera Mm. 1, 1, CC1, parce qu'on a un seul noir sur C3, 1. Et ça donne un tiers. Donc, vous voyez bien. Mais ne vous Oui. fatiguez pas. Si vous avez une probabilité ici, on calcule l'autre probabilité en faisant 1 moins ça. D'accord? Oui. C'est ça que j'ai fait. J'ai appliqué ici aussi. Là, j'ai un tiers. Automatiquement, ça, c'est deux tiers. On est d'accord? Très bien. Oui. Maintenant, ici, on va essayer de calculer. Là, c'est E2. Ah oui, c'est ça qu'on demande. Donc, ici, je peux compléter l'arbre, hein, je peux compléter l'arbre. Maintenant, pour cette situation, S2 dans ce cas va être, lorsqu'on est ici, à 1 bar, S2 à 1 bar veut dire qu'on a tiré un jeton noir dans S1. On remet ça dans S2, dans ce cas, on aura dans ce cas deux jetons noirs et un jeton blanc. C'est bon. Donc ici, dans ce cas, P2, parce que ça, c'est la probabilité. Ça, c'est la probabilité de E2 sachant E1 qui est égal à C2,1 sur C3,1 qui donne 2 tiers. P2, E2 bar sachant E1 qui est égal à C11 sur C31 qui est égal à un tiers. Donc ici, P2, E2 sachant E1 bar, même si on ne l'a pas demandé, on peut calculer ça. C'est tirer un blanc dans E2, dans S2, sachant qu'on avait trouvé un noir dans S2. Donc, la situation, elle est là. Un blanc, c'est C11 sur C31 qui donne un tiers. Un tiers, automatiquement, ça, c'est deux tiers. Donc, vous voyez bien. Donc, pour répondre à ces questions, je peux dire que P2, E2, sachant E1, égale, égale 2 tiers. Et P2, E2 plus E1 bar égale un tiers. Très bien. Maintenant, on demande de trouver P2. Déduisons P2. Déduisons P2. Maintenant, pour déduire P2, qu'est-ce qu'il faut faire? On calcule la probabilité d'avoir le jeton P2, en fait. P2 est la probabilité
de l'événement E2. C'est ça qu'il faut savoir. Et l'événement E2, c'est l'événement tirer un jeton blanc dans S2. C'est ça l'événement E2. C'est tirer un jeton blanc dans S2. Et là, vous avez deux possibilités. Pour tirer un jeton blanc dans S2, on doit soit tirer un jeton blanc dans S1 et tirer un jeton blanc dans S2, ou bien tirer un jeton noir dans S1 et tirer un jeton blanc dans S2. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, on va dire que P2, l'événement E2, qui est P2, c'est PE1 inter E2 plus PE1 bar inter E2. C'est ça. C'est ça la formule. Et lorsqu'on continue, on trouve P2 E1 fois P2 E2, ça sent E1, plus P2 E1 bar fois P2 E2, ça sent E1. Et là, si on continue, P2 E1, c'est égal à 1 tiers. Et ça, on l'avait déjà calculé, était égal à 2 tiers, plus P2 E1 bar, qui est égal à 2 tiers, fois là-bas, c'est 1 tiers. Donc, le calcul, je pense que P2, tout ça, c'est P2, hein. P2, on trouvera 2 plus 2, c'est 4, 4 neuvièmes. Donc, c'est ça. Et montrer que PK... Oui, est-ce qu'il y a des questions encore? Habib? Donc, on va prier. Oui, allez prier alors. Très bien. Habib? Oui. Je Habib, n'ai pas bien allez-y. compris. J'ai pas bien compris la dernière. euh, l'arbre. L'arbre, hein? Ça. Oui, oui. D'abord, on commence par tirer un jeton dans S1. Si on tire un jeton dans S1, on peut avoir un jeton noir ou bien un jeton blanc. Avoir un jeton blanc, c'est l'événement E1 dans S1, hein. Avoir un jeton noir, c'est l'événement E1 bar. Donc, on commence avec ces deux événements parce qu'on commence par tirer un jeton dans S1. C'est bon. Donc, normalement, on doit commencer par soit avoir l'événement E1 ou bien avoir E1 bar. Soit on a un jeton blanc dans S1 ou bien un jeton noir dans S1. Soit on tire ça. Maintenant, si on a un jeton dans S1, on doit remettre ça dans l'autre sac pour encore tirer un autre jeton. Si on tire un autre jeton, donc ça sera dans S2. Ça peut être encore un jeton blanc ou bien un jeton noir. Sinon aussi, on peut avoir dans l'autre sac un jeton noir ou bien un jeton blanc. C'est comme ça que ça se passe. Hein? L'arbre, il faut lire l'énoncé et, oui, et faire les événements. À part des événements, dresser l'arbre. On a défini des événements. E, c'est l'événement tiré un jeton blanc. EK, K veut dire la position, donc, l'indice du sac. C'est l'indice du sac. Maintenant, c'est ça. Maintenant, il faut comprendre comment aussi compléter l'arbre avec les probabilités. Avec les probabilités. Parce que la fois passée, j'ai essayé d'expliquer l'arbre. J'ai essayé d'expliquer l'arbre parce que, bon, si vous avez encore une fois un arbre comme ça, qui commence avec soit l'événement A ou bien l'événement contraire d'A. Si on a un événement, tout ce qui reste sera son événement contraire. Et si on a un événement A, on peut avoir d'autres événements comme l'événement B ou bien l'événement B bar. L'événement encore B ou bien l'événement B bar. C'est ça votre problème. Il faut comprendre l'arbre. Et à partir de l'arbre, vous avez carrément ici
la probabilité de chaque événement. Il faut comprendre que ça, c'est seulement l'événement A. Ce qu'il faut comprendre ici, là, vous n'avez que l'événement A, on met dans ce cas la probabilité de l'événement, qui est PA. Si on a la probabilité de cet événement, on peut avoir la probabilité de l'autre événement. Là, c'est 1 moins P de A. Ou bien on met P de A bar. Ça, c'est P de A bar. Mais P de A bar, il faut savoir que c'est 1 moins P de A. D'accord? Ce qu'il faut comprendre encore ici, là, ce n'est pas l'événement B. Parce que ce B-là a une condition. Avant d'atterrir à ce B, on était sur un événement d'abord. Avant d'atteindre le B, on était sur A. Donc ça, on ne peut pas mettre P de B. Ça, c'est pas P de B. Si vous mettez P de B, c'est faux. Ça, c'est pas P de B. Parce que si vous mettez P de B, ça veut dire que B est indépendant. Alors qu'ici, B n'est pas indépendant. B dépend de A ou bien de A bar. Donc ça, c'est la condition d'avoir B. Ce B-là est obtenu à condition d'avoir A. Donc là, c'est B sachant A. Il faut comprendre qu'à part des deuxièmes branches, vous avez là ou bien les probabilités conditionnelles. Vous avez les conditions. À part de A à bar, il n'y a pas de condition. Soit on a l'événement A, soit on a l'événement A bar. Mais à part de ces branches-là, vous avez les conditionnels. Ça, c'est P de A sachant B. Là, c'est pas P de B seulement, c'est la condition d'avoir A d'abord. On a ce B à condition d'avoir A. B bar sachant A. Ça, c'est avoir B à condition d'avoir A bar. Hmm? Ça, c'est avoir B bar à condition d'avoir A bar. Ça, ce sont les probabilités conditionnelles. Mais attention, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est avoir A et B, avoir A et B veut dire quoi? Que on a P de A inter B. Ça veut dire si on a A et B, si on a cette somme, tout ça veut dire A inter B. C'est ça. Il ne faut pas confondre la probabilité conditionnelle et l'intersection des deux événements. Si vous arrêtez ici, cette valeur représente tout simplement la probabilité conditionnelle de B. Et tout ça, A et B représentent l'intersection. Et pour calculer l'intersection, par exemple ici, si on prend cette chemin, vous avez A inter B bar. Si vous avez cette chemin, vous avez A bar inter B. Là, vous avez A bar inter B bar. Donc, si je veux calculer la probabilité de l'intersection est traduite par E. Si vous voyez E, cela veut dire l'intersection. Et si vous voyez E, cela veut dire qu'on doit faire la multiplication des probabilités. La multiplication des probabilités. L'intersection, c'est toujours la multiplication des probabilités. Et la réunion, c'est l'addition. C'est la somme des possibilités. Donc, si je veux calculer la probabilité de A inter B, je dois prendre les probabilités qui sont entre A et B. A et B. Là, vous avez P de A, P de B. Je fais la multiplication de ces probabilités. Donc, c'est pour cela que A inter B est égal à P de A fois P de B, sachant A. Monsieur, s'il vous plaît, faites retour. Expliquez-moi le point B. J'étais en train de prier. Bon, attendez, j'explique ça d'abord. Après, s'il y aura le temps de réexpliquer, je ferai ça, Inch'Allah. Donc, vous voyez bien. Donc, il faut savoir calculer l'intersection des probabilités. Par exemple, P de A inter B bar, inter B. On doit prendre là où on a A bar et B bar. A bar et B. Donc ici, ça doit être P de A bar fois P de, parce que P de A bar c'est là, hein, fois P de B, sachant A, la multiplication des probabilités. Maintenant, regardez, comme ici, c'est pas P de B, là aussi, c'est pas P de B, parce qu'ici, c'est B sachant A, B sachant A bar. Si on veut calculer P de B, il faut prendre là, ici, les possibilités pour avoir B. Quand est-ce qu'on peut avoir B si on a A et B?
ou bien si on a A bar et B. Ici, B est obtenu en ayant A et B. Si on a A et B, là, on obtient B. Ou bien A bar et B. Donc, pour traduire cela, cela veut dire que P de B, c'est égal à cette probabilité, ou bien tu mets plus cette probabilité. Donc, ça, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. C'est ça qu'il faut faire. Donc, P de B seulement, on doit prendre les chemins qui mènent à B. A et B, c'est A inter B. Maintenant, là, on peut appliquer la formule en mettant P de A inter B égale P de A. P de A inter B, l'intersection avoir A et B, c'est ça. C'est P de A fois P de B sur A. J'ai dit que l'intersection, il faut toujours faire la multiplication des probabilités. P de A sur B plus P de A bar fois P de B slash A bar. Ah oui, ça qu'il faut comprendre. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Maintenant, regardez l'arbre que j'ai donné ici. L'arbre que j'ai donné. Parce qu'ici, on commence par S1. S1, l'événement, c'est E1. Soit on a E1, c'est le tirer un jeton blanc dans S1. E1 bar, tirer un jeton noir dans S1. C'est ça? C'est ça l'événement. On commence toujours par tirer un jeton dans S1. Si on tire un jeton dans S1, ce qu'on peut avoir, c'est un jeton blanc ou bien un jeton noir. Vous voyez bien, c'est E1 ou E1 bar. Après, qu'est-ce qu'on fait en deuxième étape? On place ce jeton dans S2 et on tire encore un jeton. Vous voyez bien, après avoir tiré un jeton blanc ici, je remets ça dans S2 pour tirer encore un jeton. Ce jeton peut être blanc ou bien noir. Si on a un jeton noir aussi, on remet, ce jeton peut être noir et blanc ou bien blanc. Maintenant, je pense qu'on a déjà calculé toutes ces probabilités. P de E2, c'est comme ici, lorsque j'expliquais comment calculer P de B, on doit prendre les chemins qui mènent à B. Donc, P de E2, je dois prendre les chemins qui mènent à E2. E2, c'est avoir E1 et E2, ou bien avoir E1 bar et E2. C'est pour cela que j'ai dit que P de E2, c'est P de E1 inter E2 plus P de E1 bar inter E2. La formule de l'intersection, comme tout à l'heure, on prend le produit des probabilités, la multiplication des probabilités. Cette probabilité fois cette probabilité. Vous voyez, c'est un tiers fois deux tiers. Ça est là, un tiers fois deux tiers. Même si vous n'avez pas maîtrisé la formule, prenez la multiplication de ces nombres. Et l'autre, c'est deux tiers fois un tiers. Deux tiers fois un tiers. Et on calcule. Ouais. P de E2, monsieur, j'ai pas bien compris P de E2, sachant E1 bar. E2, sachant E1 bar. La probabilité ici, E2, c'est tirer un jeton blanc dans S2. Est-ce que, parce que j'ai commencé d'abord par définir c'est quoi E, c'est quoi l'indice 2. C'est ça que j'ai commencé par définir ça. E, c'est tirer un jeton blanc. Tout ce qui est E, c'est blanc. Jeton blanc. Cet indice nous donne ici donc ici le numéro donc, du sac. E2 veut dire sac 2, S2. Dans S2, je dois tirer un jeton blanc parce qu'on a mis E. Si on avait mis E bar, ça serait un jeton noir. C'est clair? Donc, E2 veut dire tirer un jeton blanc dans E2, dans S2. Donc, tirer un jeton noir dans S2, on va essayer d'analyser S2. S2, on a comme... Bon, attention, cela veut dire quoi? Cette barre-là, c'est sachant que on a E1. Attention, E1, c'est tirer un jeton blanc dans S1. C'est ça, c'est très important. Tirer un jeton blanc dans S2, sachant qu'on avait tiré un jeton noir, un jeton blanc dans S1.
Là, ça nous permet d'analyser la situation de S2. Pour S2, vous avez un sac comme ça. Le sac avait un jeton noir et un jeton blanc. C'est ça, c'était ça S2, hein? Je mets ça S2. Regardez bien. S2 avait au départ un jeton noir et un jeton blanc. Regardez cet événement. E1, E2 cherchant E1. E1, on avait tiré un jeton blanc. On a tiré un jeton blanc dans S1 qu'on doit remettre dans S2 pour avoir finalement deux jetons blancs. Là, vous avez deux jetons blancs parce que le jeton qu'on a tiré dans S1 était blanc. Si on met ça dans S2, on va se retrouver finalement avec deux jetons blancs. Pour calculer la probabilité de tirer un jeton blanc, je prends le nombre de jetons blancs ils sont au nombre de 2 sur le nombre de jetons au total. Ils sont au nombre de 3. C'est pour cela qu'on a trouvé 2 tiers. C'est pour cela qu'on a trouvé 2 tiers. Vous voyez bien, on a trouvé 2 tiers. Et c'est ça. Ça, c'est E2 sachant E1. Ce n'est pas E2 seulement, mais la conditionnelle de E2. C'est pour cela qu'on a trouvé 2 tiers. J'espère que tu as compris, Bassirou. Bassirou, j'espère que tu as compris. Donc, on continue avant qu'il soit l'heure. On continue, ça reste la partie. Pour tout entier naturel K, tel que etc., l'événement extra, on note PK, la probabilité extra. Je pense que tout ça, on l'a déjà fait. Montrer que PK plus 1 égale 1 tiers de PK plus 1 tiers. On va essayer de montrer ça. Bassirou, comme tu as compris, c'est bien. On doit montrer ça. Maintenant, ici, je dois dresser un autre arbre pour vous aider. En commençant par oui, Mbaye Samb. Mbaye, allez-y. Allez-y, Pour Mbaye. montrer que euh, PK plus 1, là, Oui, 1 tiers de PK plus 1 tiers. oui, oui. On pose K égale 1. On pose K égale 1. Pourquoi? Oui. Non, on va Donc, prendre les... on calcule on calcule on Non, pose K égale 1, on calcule hein? je pense qu'il est préférable de passer par ces deux événements pour voir. D'accord. On va essayer de prendre l'événement K plus 1 et K. D'accord. Donc ici, on va mettre EK. EK, c'est tirer un jeton blanc au N ou bien au sac SK. Et EK bar, c'est tirer un jeton noir dans SK. Après K, vous avez K plus 1. Là, tirer un jeton noir dans sac K plus 1. Tirer un jeton noir dans un sac K plus 1. Donc, si vous faites un arbre comme ça, je pense que ça sera facile pour continuer, pour trouver les... Maintenant, ici, il faut remplir avec les probabilités, d'accord? La probabilité de EK, on l'avait déjà donné. Regardez ici, PK, la probabilité de EK. Donc, on n'aura pas de problème pour ça. On met PK ici. Parce que PK était la probabilité de EK. C'est ça qu'on nous dit. Elle est claire. On note PK, la probabilité de EK. Dans ce cas ici, je mets 1 moins PK. C'est bon. Et là, on complète. Qui peut me donner la probabilité de ça? Qui peut me donner la probabilité de ça? Donc ici, rien ne va changer. Hein? EK, c'est tirer ici un jeton blanc. C'est P Hein? de E. Non, oui, ça c'est P de EK plus 1 sur EK. Mais cette valeur, on peut trouver cette valeur. Là, on a tiré un jeton blanc ici qu'on doit remettre dans l'autre sac. Hein? Pour le sac, je vais mettre la situation pour le sac SK plus 1. Ou bien je mets ça ici. Le sac SK plus 1. SK plus 1.
pour les autres sacs, à part S1, pour tout ce qui est sac, vous avez toujours un jeton noir et un jeton blanc. C'était ça. C'est ça qu'on avait. Maintenant, en prenant ici un jeton blanc et en ajoutant dans l'autre sac, on aura dans ce cas deux jetons noirs, deux jetons blancs. Et quelle est la probabilité de tirer un jeton blanc ici? C'est le nombre de C'est jetons deux. blancs. C'est deux tiers. Ouais, c'est toujours deux tiers. Ça ne change pas. C'est deux tiers. Et un jeton noir, c'est un tiers. Mhm. Donc, vous voyez bien. Donc, si on est ici, la situation de SK plus un, si on est ici, donc voici le sac. Au départ, toujours un jeton noir et un jeton blanc. Cette fois, si on tire un jeton noir et on ajoute un jeton noir dans cette sac, on aura dans ce cas deux jetons noirs. Parce qu'on a ajouté un jeton noir. Cette fois, c'est quelle est la probabilité de tirer un jeton blanc? Un tiers. Très bien, parce qu'on a un jeton blanc. Vous voyez qu'un seul jeton blanc, on prend ce 1-là sur le nombre de jetons total. C'est un tiers. Là, c'est deux tiers. Mhm. Ouais, voici l'arbre. On me donne je vois ici deux événements, K plus 1 et K. Je prends les événements pour dresser un arbre. Et on continue. Maintenant, là, on demande de calculer PK plus 1. PK plus 1, on prend les chemins qui mènent à EK plus 1, comme tout à l'heure. Dans ce cas, les chemins qui mènent à EK plus 1, c'est EK et EK plus 1, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou bien ça. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'on doit faire? L'intersection des probabilités. On doit mettre P de EK inter Un EK cas plus. plus. Très bien. Tu as compris le concept. Toujours, si on prend un événement qui est sur l'autre branche, on prend l'intersection des probabilités. P D'accord? de EK. Mhm. Très bien. P de EK bar, P de EK Inter inter EK plus un. plus 1. Si vous voulez même remplacer par leur valeur, ici, on fait la multiplication des probabilités. À chaque fois que vous avez l'intersection, on prend la multiplication des probabilités. Mhm. Là où vous avez EK plus 1, c'est ça, EK plus 1. Je prends la multiplication des probabilités. Vous avez PK fois 2 tiers. PK fois 2 tiers, qui donne Mhm. 2 tiers de PK. 2 tiers de PK. Plus, bon, je vais faire doucement. Je fais la multiplication des probabilités, d'accord? Ça, c'est PK fois 2 tiers. Plus, là, vous avez encore le produit des probabilités, la multiplication. Sur là où on a l'événement EK bar, EK plus 1, EK bar, EK plus 1. Vous voyez bien. Donc, je Mhm. prends cette probabilité, multiplié par l'autre probabilité. Ça sera 1 moins PK qu'on doit multiplier par un tiers. Un Je continue maintenant. Lorsque je développe, là, c'est 2 tiers de PK. 2 plus tiers un de tiers. PK plus un tiers moins un tiers de PK. Vous voyez bien. Et maintenant, si je calcule les PK, 2 tiers de PK moins un tiers de PK qui donne 2 tiers moins un tiers, c'est un tiers. Donc là, on trouve un tiers de PK plus un tiers. Ce qu'il faut trouver. Et c'est ça. C'est ça. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Mbaye Samb? Mbaye? Mbaye, est-ce que vous avez des questions? Maintenant, pour le problème, je pense que vous aurez la correction sur la plateforme donc Takana. Et bon, si on peut revenir sur ça un de ces jours, on le fera, Inch'Allah. Parce que le problème est intéressant quand même, comme vous le dites. Maintenant, prochaine fois, on va commencer par le problème peut-être, hein, pour régler vraiment quelques
quelques détails sur les limites, hein, sur comment lever l'indétermination d'une limite et tout. Oui, monsieur, n'est-il pas possible de prolonger l'heure? Oui, je pense que vraiment, ce sont des épreuves de 4 heures de temps. Maintenant, pour traiter avec des explications, il nous faut vraiment beaucoup d'heures. Bon, on va essayer de voir comment on peut régler ce problème. Mais on aimerait vraiment tout faire, tout, 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 tout. Ah, parce qu'il y a des explications, monsieur, et le reste de la probabilité. Maintenant, le reste de la probabilité, ce sont les suites numériques, hein. Maintenant, c'est facile. Rapidement, je corrige ça rapidement. Après, je prends 5 minutes pour corriger rapidement. Maintenant, ici, regardez, on donne une suite, Pn. Donc, avec la valeur de P1 trouvée, on pouvait même ne pas donner P1, hein. On donne ici égal un tiers de Pn plus un tiers. Non, après, on va discuter de cela, hein, comment gérer l'heure, quoi. Parce que ici, vraiment, bon, on verra, Inch'Allah. Vn égale Pn moins un demi. Montrer que Vn est une suite. Montrons que Vn est une suite. Parce que j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment envie de vous expliquer, de détailler, de prendre tout mon temps pour expliquer. Mais malheureusement, donc, ici, on a des contraintes de temps. On ne peut pas tout détailler, tout expliquer. Peut-être après, on va essayer de gérer si on peut augmenter 30 ou bien 1 heure. Bon, on continue. Maintenant, pour montrer qu'une suite est géométrique, c'est facile. On calcule Vn plus un sur Vn. Maintenant, hein, tu n'as même pas besoin de calculer Vn plus un l'expression après divisé par Vn. Calculez l'expression de Vn plus un. Après, vous aurez l'expression que vous aurez besoin. Merci. Les explications sur la probabilité est très claires. Merci beaucoup. Merci à vous aussi parce que je n'ai pas pris mon temps pour vous expliquer quand même. J'aimerais vraiment détailler tout ce qui est probabilité conditionnelle, tout ce qui est formule, etc., etc. Maintenant, peut-être on aura le temps pour un autre exercice. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, montrer que Vn est une suite géométrique, je calcule Vn plus un. Vous n'avez pas besoin de calculer Vn plus un après. Tu prends l'expression divisée par Vn simplifié. Regardez, toujours en calculant Vn plus un, je prends à part de l'expression de Vn, je remplace les n par n plus un. Je prends Vn égale Pn moins 1 demi. Vn plus un dans ce cas, c'est Pn plus un moins 1 demi. Et là, dès qu'on remplace cette suite, le problème est réglé. Regardez ici. Vn plus un égale. Pn plus un était égal à un tiers de Pn plus un tiers moins un demi. On continue toujours avec ça pour jusqu'à avoir la raison. Toujours, toujours. Maintenant, ici, c'est un tiers de Pn. Un tiers moins un demi. Bon, je pense que c'est 2 moins, c'est moins un sixième. Et à part de là, factoriser par le coefficient de la suite que vous avez. Ici, vous avez la suite Pn. Factorisé par ce coefficient. Et vous aurez toujours, même si c'est 1 milliard, factorisé par 1 milliard. On ne peut pas avoir de coefficient sur Pn. Si c'était Zn aussi, tu factorises par le coefficient de Zn. Hey, merci, vraiment, les explications étaient claires. Vraiment, merci. Je vous remercie, vous aussi, hein. Vous pouvez l'expliquer dans le groupe. Oui, merci beaucoup. Là, en factorisant par un tiers, parce que factoriser revient à diviser. Et là, on se retrouve que c'est un demi. Parce qu'un sixième, là, lorsqu'on multiplie, ça donne un demi. Si vous voulez trouver ces un demi, prenez un sixième divisé par un tiers. À part de votre calculatrice, vous avez un demi. Et là, on verra que vous avez Vn plus un égale un tiers. Cette expression, c'est là. C'est l'expression de Vn. Ce qui fait Vn plus un sur Vn égale un tiers. Alors, Vn est une suite. Alors, pour n'importe quelle suite, hein, si vous calculez Vn plus un ou n plus un, etc., vous aurez directement ça. En factorisant, vous aurez directement ça. Donc, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale un tiers et de premier terme V1, parce que n est supérieur ou égal à 1. V1 qu'on calculera à partir de là, l'expression de Vn, c'est P1 moins 1 demi. Et
On sait que P1 égale 1 tiers. Donc, on trouve moins 1 sixième. Oui, c'est ça. Oui, Abdurrahman, c'est seulement la dernière question qui est difficile pour toi et tu ne l'as pas encore fait. Et c'est bon. Donc, montrer que Vn, etc., en déduit l'expression de Pn en fonction de n. En déduit l'expression de Pn en fonction de n. Ici, ce qui est important, c'est lorsqu'on vous demande d'exprimer une suite qu'on n'a pas encore sa nature en fonction de n, c'est impossible. Il faut d'abord prendre la suite qu'on a sa nature. Ici, c'est la suite Vn. La nature de la suite Vn, Vn est une suite géométrique. On exprime Vn en fonction de n d'abord pour régler le problème de Vn. Ensuite, on peut prendre l'autre suite hein, pour voir ce qu'on va faire. Oui, cette méthode est valable si c'était une suite arithmétique. Mais si c'est une suite arithmétique, on n'a pas besoin de factoriser. Une suite arithmétique, tu calcules directement, tu trouves. Mais pour une suite géométrique, là, on doit factoriser toujours pour trouver. Hein. Maintenant, regardez. On demande d'exprimer Pn en fonction de n. Donc, je fais la dernière question et c'est fini. Hein, parce qu'il est l'heure, on me signale l'heure ici. Maintenant, Vn en fonction de n d'abord. Vn en fonction de n. Vn en fonction de n. Donc ici, Vn égale, comme que c'est une suite géométrique, c'est égal à V1 Q à la puissance n-1. Parce que la règle nous dit, pour une suite géométrique, vous avez Vn égale Vp Q à la puissance n-p. Vp étant le premier terme. On est d'accord? Ici, notre premier terme, c'est 1. Dans ce cas, vous aurez Vp égale V1, on avait trouvé moins 1 sixième. Moins 1 sixième. Q était égal à 1 tiers. 1 tiers à la puissance n moins 1. Il ne faut pas faire l'erreur de développer les moins 1 sixième ici. Laissez comme ça. Si vous faites ça, c'est faux. Laissez comme ça pour ne pas avoir de problème. Ouais, laissez comme ça. V1, oui, V1, on prend l'expression qui est là. Vn, regardez le souris. Vn égale Pn moins 1 demi. Pour calculer V1, je remplace les n par 1. V1 égale P1 moins 1 tiers. Heureusement qu'on avait donné P1, c'est 1 tiers. Ouais, c'est ça que j'ai utilisé pour calculer V1. P1 moins 1. Bon, c'était moins 1. Oui, oui, oui. C'est 1 tiers moins 1 demi. Je pense que c'est bon, hein? Étudier la convergence de la suite. Bon, ça reste Pn. Toujours Pn, comme on n'a pas sa nature, on va prendre la relation entre Pn et Vn. C'est ça qu'on avait. Et pour déterminer Pn, je transpose pour avoir Pn égale Vn plus 1 demi. Et à la fin, je remplace Bn par ce que j'avais trouvé. Vn, c'était ça. 1 tiers à la puissance n moins 1 plus 1 demi. Et hop, vous avez ce qu'on vous demande de faire. Trouver Pn en fonction de n. C'était ça. Donc, ouais, il faudra d'abord régler le problème de Vn. C'est bien. La convergence de la suite, on calcule tout simplement toujours, pour étudier la convergence de la suite, on calcule toujours la limite lorsque n tend vers plus infini. Limite lorsque n tend vers plus infini. Limite lorsque n tend vers plus infini de Pn. Et on prend l'expression de Pn en fonction de n. Moins 1 sixième à la puissance 1 tiers. N moins 1 plus 1 demi. Il faut savoir que lorsque la raison, toujours lorsque Q, regardez, lorsque Q est comprise entre moins 1 et 1, lim x tend vers plus infini de Q à la puissance n est toujours égal à 0. Regardez, 1 tiers est comprise entre moins 1 et 1. Donc, sa limite égale 0. Donc, 0 multiplié par moins 1 sixième, c'est 0. Et ce qui va rester, c'est 1 demi. Donc, on va dire que lim, lorsque n tend vers plus infini, de moins 1 sixième, 1 tiers à la puissance n moins 1, ceci égale 0. Limite, lorsque n tend vers plus infini, de 1 demi égale 1 demi, limite d'une constante égale à cette constante. Et à la fin, limite, lorsque n tend vers plus infini de Pn par somme, égale à 1 demi. Donc, Pn converge vers sa limite, vers 1 demi. Et si vous avez des problèmes, encore une fois, je pense que vous pouvez toujours poser vos questions. Le
le cours prochain. Maintenant, ici, l'essentiel est d'essayer d'abord les exercices. Si vous vous habituez donc à faire ces exercices pour chaque semaine, vous n'aurez pas de problème pour ça. Ah oui, qui transforme C en B, c'est S de B égale C. Non, c'est S de C égale B. C'est C qui a transformé, c'est la similitude qui a transformé C en B. Donc, c'est S de C, la transformation de C, qui donne B. Ouais, merci. Oui, de rien. C'était au-dessus de mes attentes, vraiment. Merci. La dernière question de la probabilité. Oui, la dernière question. euh, Bon, peut-être pour le cours prochain, je vais prendre un exemple comme ça pour la dernière question. Parce que là, il faut. Parce que PK, on prend ça. Vous prenez ça pour trouver. Vous prenez la formule, je vous donne une indication. Je vous donne une indication. Regardez. P de K, c'est ça, hein? On prend ça compris entre 0,4999 et 0,5. Et il faut faire le tout pour trouver. Bon, remplacer d'abord les n par k, hein, pour avoir pk égale tout ça à la puissance k moins 1, etc. Vous prenez cet intervalle et tout ça compris entre 0,4999 et 0,5. Maintenant, faites le tout pour trouver k en appliquant ln. On aura K. Il faut appliquer N. Bon, prochaine fois, Inch'Allah, on aura un exemple comme ça. Merci à vous aussi. Donc, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Allez, bye bye, je vous remercie.